Bonjour à tous, nous avons donc à traiter cet après-midi le thème financement publics et privés pour l'innovation. On va essayer de le faire de la manière la plus conviviale et interactive possible. On va d'abord se présenter. Oui, bonjour, donc, je suis Carole Miranda, je travaille à l'ANRT, l'Association nationale de la recherche et de la technologie, et je m'occupe du déploiement des CIFRE, Convention industrielle de formation par la recherche, dispositif entièrement financé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Bonjour, Eric Vaissé, je suis directeur de Scientipol. Nous sommes une structure dédiée au financement de jeunes entreprises innovantes en Île-de-France. Bonjour, Christophe Biel, je suis responsable de la direction entreprise au Centre francilien de l'innovation. Donc, nous sommes une association placée sous la tutelle de la région Île-de-France et de l'État, et ainsi qu'Ozeo qui intervient dans nos activités. Loïc Chouin, Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Val-de-Marne, dont je suis le directeur. Et comme vous le savez, les organismes consulaires tels que les chambres de commerce interviennent particulièrement en direction des PME et notamment sur la politique de l'innovation. Bonjour, Philippe Bayeux, je suis le directeur régional d'Ozeo pour l'Île-de-France-Est. Donc, Ozeo est un établissement public qui a pour mission d'accompagner les entreprises dans leurs projets d'innovation, de croissance et d'investissement avec des dispositifs d'aide et de financement adaptés. Bonjour, je suis Charles Brun, je suis directeur régional sur l'Île-de-France-Est à la COFAS, en charge de la promotion des outils COFAS pour le compte de l'État. Très bien, merci. Je dois excuser Madame Van Heij qui n'a pas pu se joindre à nous pour des questions de logistique. Alors, nous allons procéder. J'explique la manière avec laquelle nous allons procéder. Chacun des intervenants va présenter en 3-4 minutes les principales actions de son organisation. Il y aura, après chacune de ces petites interventions, 1 ou 2 questions de la salle. Et puis, quand tout le monde sera passé à cet exercice, on aura un petit débat général à partir là aussi des questions de la salle. Donc on doit répondre aux questions qui sont, premièrement, comment financer l'accès à la recherche et à l'innovation? Deuxièmement, quelles ressources pour l'amorçage? Troisièmement, quelles ressources européennes pour le financement de l'innovation? Et quatrièmement, à l'export, quels appuis pour nouer des partenariats et pour vendre? Voilà, donc on commence par le CIFRE. Carole, pouvez-vous nous dire en quelques minutes ce que c'est? Oui, alors la CIFRE, puisque c'est Convention industrielle de formation par la recherche, c'est donc un dispositif qui a 2 objectifs. Le premier, c'est de placer les doctorants dans des conditions d'emploi scientifique viables. Et le deuxième, c'est de favoriser la recherche partenariale. Plus concrètement, le dispositif CIFRE vise à répondre à une problématique recherche d'une entreprise de droit français. Cette mission de recherche, elle va la confier à un doctorant, c'est-à-dire à un étudiant qui a le grade de master, Bac+5. Le doctorant sera à la fois dans l'entreprise, donc dans le milieu entrepreneurial, et à la fois dans le milieu académique, puisqu'il travaillera avec le laboratoire avec lequel l'entreprise va créer un partenariat dans le cadre de la CIFRE. Que fait l'ANRT? Donc pour le compte du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous allouons aux entreprises, puisque c'est un atelier sur le financement, nous allouons aux entreprises une subvention de 14 000 € par an pendant 3 ans. L'entreprise devant embaucher ce doctorant, donc avec un contrat de travail de droit français, elle doit l'embaucher soit en CDD de 3 ans, soit en CDI. Et elle doit le payer un minimum de 23 484 € par an. Très bien. Alors, combien de contrats CIFRE chaque année? Alors, l'année dernière, nous avons pu en financer 1200 et nous en avons eu en demande, donc demande de CIFRE 1650. Cette année, nous aurons de quoi en financer 1300. Et là, je vous parle en flux. Si on regarde en stock, nous gérons actuellement 3700 CIFRE sur l'ensemble du territoire national. Et j'imagine que vous aidez aussi l'entreprise à identifier son doctorant. Alors, oui et non.
Oui, en ce sens où nous offrons sur le site de l'ANRT, vous avez une plateforme qui permet aux entreprises de déposer leur offre de CIFRE et qui permet justement à l'entreprise de pouvoir appeler les candidatures de doctorants. Non, en ce sens où effectivement nous n'allons pas faire d'accompagnement individuel pour que l'entreprise puisse trouver son doctorant. Par ailleurs, nous avons également le Forum CIFRE qui se tiendra le 8 décembre prochain au pavillon au Palais Brongniart, parce qu'effectivement nous sommes à Baltard, au Palais Brongniart, et où là effectivement il y a une rencontre entreprises-étudiants. Donc c'est généralement un forum qui regroupe à peu près 800 à 900 étudiants de toute la France, et j'allais presque dire du monde entier, parce que nous avons toutes les nationalités qui sont représentées. Je rajoute donc qu'il n'y a pas de condition de nationalité pour le doctorant, donc c'est aussi très intéressant pour les entreprises qui souhaitent recruter un doctorant, j'allais dire de tous les pays du monde. Et nous avons donc lors de ce forum une trentaine d'entreprises qui exposent et qui ont effectivement des sujets, des projets de recherche pour ces doctorants. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a une question ou deux dans l'assistance par rapport à ce sujet CIFRE? Nous sommes un peu lointains, mais on a très envie d'avoir des questions de votre part, donc n'hésitez pas, hein. Oui, monsieur. On va vous passer un micro. Merci. Bonjour. Quels sont les critères d'attribution des bourses CIFRE que vous prenez en compte? Alors, l'entreprise doit être de droit français. L'entreprise doit donc embaucher le doctorant en CDD de 3 ans ou en CDI en le payant un minimum de 23 484 €. Le doctorant ne doit pas être embauché dans votre entreprise depuis plus de 9 mois, hors période de stage et d'apprentissage. Le doctorant doit avoir obtenu son grade de master depuis moins de 3 ans. Le doctorant ne doit pas être inscrit en thèse depuis plus de 9 mois et le laboratoire doit être reconnu, c'est-à-dire implanté dans une université ou dans une école. Voilà. Très bien. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions. Alors moi j'ai une question supplémentaire. Si. Madame? Oui, en fait, j'aurais voulu savoir quel était l'âge limite pour une CIFRE. Alors, il n'y a pas d'âge limite. Il n'y a pas d'âge limite. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que la moyenne des doctorants qui soutiennent leur thèse, c'est environ 28 ans et demi. D'accord. Voilà, merci. Mais il n'y a pas d'âge limite. Et donc pour la manifestation du 8 décembre, on peut s'inscrire au préalable, peut-être pour plus facilement bénéficier d'un bon contact. Voilà, alors donc les doctorants vont venir effectivement dans ce forum ou futurs effectivement doctorants. Pour les entreprises, donc je sais que c'est déjà complet. Nous avons donc déjà les 30 entreprises qui vont exposer. Par contre, j'inviterai les autres entreprises, bien sûr, à venir nous rencontrer au Forum CIFRE, donc le 8 décembre prochain, sans prendre spécifiquement de stand, puisque encore une fois, c'est complet. Mais bien sûr, qu'elles viennent rencontrer les étudiants et puis rencontrer, bien sûr, toute l'équipe donc de l'ANRT qui a, vous l'avez compris, la mission d'animer et de gérer ces conventions CIFRE pour le compte du ministère. Très bien, Carole, merci et bravo parce que vous avez été très complète et vous avez mis la barre très haut pour les autres intervenants. Je m'en excuse. C'était un peu ce qu'on attendait de vous. Alors, je vous remercie beaucoup. Christophe Biel, donc tu vois c'est moi qui ai la pression maintenant. Voilà, tu as la pression. Alors, que peux-tu dire du CFI sur ce sujet Alors, le CFI, ça veut dire Centre francilien de l'innovation, donc une association, comme j'ai expliqué, notamment sous la tutelle du Conseil régional d'Île-de-France. Donc, en fait, c'est notre mission, c'est d'accompagner des projets d'innovation portés par des entreprises, donc essentiellement des PME, mais aussi des laboratoires, parce que nous avons une mission d'aide à la diffusion technologique ou au transfert de technologie. Alors, il y a en gros une trentaine de conseillers au Centre francilien de l'innovation, soit orientés vers les entreprises, soit orientés vers les laboratoires, qui permettent d'une part de faire cet accompagnement au projet d'innovation. Alors comment ça se traduit? Concrètement, on rencontre l'entreprise, on discute avec elle de son projet, on essaie de faire une sorte de diagnostic sur l'ensemble du projet, pas uniquement technologique, mais regarder aussi le marché,
la propriété industrielle évidemment, mais aussi les aspects de financement du projet, que ça soit rechercher des investisseurs éventuellement, puisqu'on a la possibilité de mettre en relation par le biais d'une plateforme qui s'appelle Financer sa boîte, qui est une initiative aussi de la région Île-de-France avec Oseo, mais enfin André pourrait en dire sûrement plus. Voilà, donc d'aider sur l'ingénierie globale du projet et l'ingénierie financière du projet. À partir de là, en fait, on a 2 outils. Un premier qui consiste à faire des mises en relation, donc tout azimut, aider un porteur de projet, le mettre en relation avec des incubateurs, des pépinières, une entreprise qui recherche un prestataire pour faire de la recherche et du développement, donc l'orienter vers une société de recherche sous contrat. Alors ce qu'on fait en général, c'est qu'on ne donne pas un seul nom, évidemment, on donne 3, 4 prestataires potentiels et c'est à l'entreprise ensuite de faire son choix en fonction de son cahier des charges. On peut aider aussi à la définition de ce cahier des charges. Voilà, donc c'est notre on va dire que 50% de notre activité, c'est cette activité de mise en relation tout azimut, donc de participer à l'animation du réseau régional de l'innovation, donc avec l'ensemble d'ailleurs des acteurs qui sont ici présents. Donc c'est une mission très importante. Et puis nous avons la possibilité aussi d'instruire des aides qui sont des aides régionales à l'innovation. Donc je vais faire un peu le catalogue là pour les entreprises ici présentes. En fait, on peut instruire 3 types d'aides qui sont des subventions. Donc on a une première aide qui est une aide en fait nationale Oseo qui s'appelle dans d'autres régions la PTR, mais en Île-de-France on a préféré l'appeler l'aide au premier projet d'innovation, donc qui est une aide qui va aider une entreprise, comme son nom l'indique, sur son premier projet d'innovation, avec un montant d'aide de 10 000 € pour l'aider sur un partenariat, une prestation avec un laboratoire ou un prestataire. Ensuite, on a un deuxième niveau d'aide qui est plutôt d'aider la faisabilité du projet, qui est une aide conjointe, en fait, qui est une aide dans le cadre d'un fonds régional à l'innovation entre la région et Oseo. Donc cette aide peut être instruite soit par des conseillers du Centre français d'innovation ou les chargés d'affaires d'Oseo. C'est le même entre guillemets le même processus. Et on va aider l'entreprise sur la faisabilité du projet. Donc la faisabilité pas uniquement technologique, encore une fois, mais les aspects de marché, les aspects de propriété industrielle, les aspects juridiques, etc. Donc c'est vraiment l'amont du projet et d'essayer de mettre le plus de garde-fous par rapport à des questions qui peuvent se poser sur l'amont des projets. Et puis donc dernière aide qui s'inscrit dans le cadre de notre mission d'aider à l'innovation responsable, c'est-à-dire de prendre en compte le développement durable dans les projets d'innovation. Donc c'est une aide qui s'appelle l'aide à l'innovation responsable qui va permettre de financer des travaux de R&D, donc avec des montants qui peuvent aller jusqu'à 80 000 € en subvention. Donc on a un dispositif, vous voyez, qui est graduel en fonction de l'émergence du projet jusqu'à sa concrétisation sur le plan du développement. On est toujours en amont des projets puisqu'on est sur des aides qui sont encadrées par le règlement communautaire des aides à la R&D. Donc on va financer des travaux de R&D sur des projets d'innovation qui sont soit technologiques, soit de services. Donc on n'a pas là-dessus de critères particuliers et donc nous couvrons tous les secteurs technologiques ou industriels en Île-de-France. D'accord, donc c'est la grande maison de l'innovation en Île-de-France. Voilà, on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'on peut donner 1 ou 2 chiffres qui donnent une idée de l'activité du CFI ? Alors donc sur l'année passée, et ça sera à peu près cette année la même chose, on rencontre 1700 entreprises différentes, avec dedans 15% de projets de création d'entreprise, en T-création. Donc on est à peu près sur ces chiffres-là. Donc on essaie d'orienter néanmoins notre activité plutôt sur les entreprises créées et on essaie aussi d'aller vers des entreprises. Pour l'instant, on est plutôt sur des TPE, c'est-à-dire moins de 10 salariés. La moitié, c'est à peu près moins de 10 salariés. On essaie aussi d'aller plus vers des entreprises qui ont une taille un peu plus supérieure. Pour l'anté-création d'entreprise, on essaie aussi de travailler avec nos collègues qui sont en charge de ces aspects-là, que ce soit dans les chambres de commerce, avec les réseaux ou les incubateurs. Et puis, ça représente environ plus de 3000 rendez-vous par an, puisque les conseillers, leur job, c'est d'aller voir les entreprises. Et en gros, pour ce qui concerne les aides proprement dites financières, on va dire qu'il y a en gros 400 projets qui sont aidés. Très bien, merci Christophe. Alors, est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions parmi notre public ? Oui, madame ?
Christophe a été presque aussi éloquent que Carole, c'est ce qui est une performance tout à fait remarquable. Donc j'avais une question pour monsieur. Concernant l'aide que vous apportez au niveau de la R&D, est-ce que les grands groupes sont éligibles ou c'est simplement réservé aux TPE et PME? C'est réservé aux PME. Hein. C'est dans le cadre d'un régime européen donc, qui effectivement réserve ces aides aux PME. Donc rappelle peut-être la dimension maximale d'une PME. Donc pour faire simple, mais c'est en parlant au nombre de salariés, c'est moins de 250 salariés. Très bien, merci. Autre question? Il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, chacune des personnes qui est ici représente une organisation qui a un stand de façon générale dans la manifestation, donc on peut avoir plus d'informations à ce stand. Alors, Eric Weissé, qu'est-ce que c'est Scientipol Initiative ? Alors, Scientipol, c'est une structure qui existe depuis 10 ans sur le territoire de l'Île-de-France et nous occupons la place, je dirais, du financement en fonds propres au moment où l'entreprise est toute jeune. Donc, ça veut dire que déjà, elle existe sous forme d'une entreprise. Ce n'est plus un projet, c'est une entreprise. Elle a moins de 3 ans. Elle est sur le territoire de l'Île-de-France et elle est innovante. Donc, on finance, ou on aide en tout cas au financement de jeunes entreprises qui sont uniquement sur des activités innovantes. En particulier, on va trouver toutes les activités aujourd'hui de l'Internet, du logiciel, du web, toutes les activités autour de sciences de l'ingénieur, des écofilières et également du domaine de la santé. Donc c'est relativement vaste, je dirais, en matière d'innovation. Et notre dispositif consiste à aider les entreprises à se structurer sur le plan des fonds propres par le biais de ce qu'on appelle des prêts d'honneur. Donc ce sont des prêts qui sont faits aux créateurs d'entreprises, aux personnes physiques, et qui ont pour vocation à être portés au capital des entreprises pour les aider justement à avoir des fonds propres. Puisque si on reprend un petit peu le processus de création d'une entreprise, en général, on dépense des sous pour faire un produit ou un service innovant. En général, une fois qu'on l'a fabriqué ou qu'on l'a conçu, on n'a plus beaucoup de fonds propres parce qu'on les a mangés pour la partie études et développement. Et donc, on se positionne exactement à ce moment-là, au moment où les entreprises vont chercher à vendre ce produit ou ce service, et on les aide à reconstituer, entre guillemets, des fonds propres, puisque à cette étape de leur vie, c'est souvent assez difficile de trouver du financement privé. Donc, nous sommes une sorte de levier qui aide ces jeunes entreprises à aller chercher de nouveau des fonds propres après nous, je dirais. Mais peut-être il faut rappeler ce que c'est un prêt d'honneur. Alors, un prêt d'honneur, c'est un prêt qui est fait, donc, comme son nom l'indique, à une personne physique sans garantie particulière, autre que la qualité du projet, puisqu'aujourd'hui, et en 2011, on aura prêté à 100 entreprises en 2011. Et pour prêter à 100 entreprises, on en aura vu à peu près 300. Donc, sous réserve, je dirais que le projet nous paraisse viable, économiquement intéressant, innovant, etc. Nous prêtons à des personnes physiques, sans autres critères particuliers que ce que je viens d'évoquer, qui permet à un créateur d'obtenir jusqu'à 20 000 euros qu'il va donc pouvoir porter au capital de son entreprise. Et donc, s'ils sont 3 créateurs, c'est notre limite, on prêtera jusqu'à 60 000 euros à cette jeune entreprise pour faire des fonds propres. Donc, c'est un prêt sans intérêt, sans garantie, je dirais, particulière sur les actifs, enfin les biens de la personne physique, et un remboursement en 5 ans avec un an de différé. Donc c'est vraiment du love money, si on peut dire, industriel, entre guillemets, puisqu'on prête quand même 100 fois par an sur le territoire de la région Île-de-France. Et l'argent que nous prêtons vient de financement public, en particulier de la région Île-de-France, de la Caisse des dépôts et consignations. Et donc, deuxième élément très intéressant, c'est qu'au bout de 10 ans d'existence, Scientipol a un taux de remboursement de 93% de l'argent que Scientipol a prêté, ce qui prouve bien qu'a priori, les projets sont de bonne qualité. Alors, Scientipol, c'est aussi un réseau, c'est une association, c'est un réseau de personnes autour de l'entrepreneur et c'est un réseau d'entrepreneurs peut-être. Alors effectivement, parce que pour prêter cette année donc à 100 entreprises, comme je l'ai dit, on en a vu et accompagné 300. Nous sommes une équipe de 10 personnes, donc on ne peut pas analyser évidemment tous ces projets de développement un par un tout seul. Donc on s'appuie sur un réseau d'experts et de consultants qu'on continue d'ailleurs de consolider et tous les experts et consultants sont les bienvenus dès lors qu'ils ont des compétences, je dirais, à nous proposer pour accompagner ces entreprises. Donc ça c'est... Alors là j'ai répondu sur la partie... C'était quoi l'autre question pardon ? C'est un réseau, c'est une association et c'est aussi un réseau d'entreprises aidées. Alors le deuxième élément intéressant, c'est qu'en 10 ans, Scientipol a prêté à 450 entreprises et donc à peu près à 1000 entrepreneurs. Et qu'aujourd'hui, on est en train de fédérer ce réseau autour d'un outil qui va s'appeler Scienti-Network. J'ai failli dire Scientibook, mais non, ce sera Scienti-Network, qui est un outil de réseau social qui va permettre effectivement d'animer, de fédérer tous les lauréats de Scientipol en relation avec tous les acteurs de l'écosystème qui sont ici, c'est-à-dire Chambre de commerce, OSEO, CFI, etc. Donc réellement de créer des synergies, parce que je pense que c'est un point très important pour une jeune entreprise, c'est d'identifier rapidement des synergies commerciales et techniques avec les autres entreprises de la région Île-de-France.
Très bien, merci Eric, c'est très, très clair. Y a-t-il une ou deux questions dans la salle ? Personne n'a besoin d'argent, sans intérêt, sans garantie ? Très bien, finalement un mythe s'effondre, ce mythe du besoin d'argent dont on nous rebat les oreilles, ça n'existe pas. Très bien, n'hésitez pas si vous avez des remords sur Scientipol, évidemment il y a des questions qui seront ouvertes possiblement ensuite. Alors Monsieur Chouin, la CCIP c'est aussi un grand catalogue, mais vous allez mettre l'accent sur un ou deux points, j'imagine. Alors effectivement, la Chambre de commerce et d'industrie a pour avantage de pouvoir accueillir toutes les PME qui ont des besoins en termes d'accompagnement, de développement. Et dans ce cadre-là, nous n'avons pas de discrimination particulière vis-à-vis de ces entreprises. Bien entendu, nous sommes amenés à détecter les entreprises innovantes telles qu'on les conçoit, telles qu'elles ont été définies, aux différents stades de développement. Et dans ce cadre-là, nous leur adressons l'ensemble des prestations dont elles ont besoin, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une entreprise innovante, c'est une entreprise comme une autre, sauf qu'elle va avoir des besoins de financement spécifiques compte tenu des efforts d'investissement, de recherche et développement qu'elle va devoir souvent consentir. Et puis, elle va avoir aussi peut-être des besoins plus particuliers au moment de leur développement. Alors, c'est pour ça que dans ce cadre-là, notre intervention en faveur de l'innovation s'inscrit dans le cadre de ce catalogue que vous décrivez, avec toutefois par rapport aux prestations qu'on peut adresser à ces entreprises sur le Val-de-Marne, une approche qui est focalisée en fonction des écosystèmes économiques qu'on a pu détecter sur le département, en lien avec les différents partenaires, en particulier le Conseil général, où nous avons des priorités en termes de filières, comme la filière des biotechnologies et de la santé, qui est une filière plus qu'émergente dans le département et qui a besoin pour cela que nous lui apportions une aide spécifique. Je fais référence en particulier en termes de parcours immobilier, référence à la pépinière Villejuif Bioparc qui sera inaugurée la semaine prochaine et dont la CCIP assure la gestion et l'animation. Et donc nous délivrons aux entreprises hébergées un certain nombre de prestations qui va les aider à se développer dans le parcours et à accéder au marché et à leur business model. De manière plus spécifique, évidemment, nous avons détecté des besoins particuliers sur les entreprises innovantes et en particulier dans le domaine du financement et avons souhaité mettre l'accent sur deux volets bien particuliers et je ne vous apprends rien, sont connus depuis de nombreuses années, notamment par rapport aux pratiques de financement des entreprises qui peuvent exister dans le monde anglo-saxon. Et je veux commencer en particulier par le déficit en capitaux propres des PME, en particulier dans le domaine de l'innovation où c'est crucial pour qu'elles puissent avoir une croissance rapide, et notamment au stade de l'amorçage. Et en particulier, il y a un constat qui est fait outre-Atlantique sur la mobilisation forte des investisseurs personnes physiques en faveur du développement de ces PME pour qu'elles acquièrent assez rapidement une taille moyenne importante et qu'elles puissent atteindre un marché au niveau national et international. Donc dans ce cadre-là, nous encourageons toutes les mises en relation qui permettent de mobiliser ce que l'on qualifie donc de business angels, pour reprendre le terme anglo-saxon, au profit d'une entrée dans le capital de ces entreprises. Et nous le faisons à l'occasion des conventions d'affaires que nous pouvons réaliser. Or, soit conventions plus spécialisées dans le domaine du financement, comme c'est le cas avec toutes les CCI d'Île-de-France, avec une opération qui s'appelle Finance Innov, qui en est à 4 cycles, qui a permis de présenter depuis 4 ans 120 projets, avec une mobilisation de 11 millions d'euros au profit de 35 entreprises. Et là, ce sont des investisseurs, personnes physiques, que l'on rassemble après avoir fait un sourcing des projets les plus intéressants. Donc là, c'est une première mise en relation entre les projets et ces business angels. Après, on a, dans le cadre de conventions d'affaires comme celle qu'on peut mener à TechInnov à Orly, vocation aussi à mettre en relation tout ce qui est financeurs, que ce soit des financeurs d'ailleurs institutionnels, mais aussi financeurs privés, financeurs personnes physiques, au profit de ces entreprises, de ces projets d'entreprise. Et ce sont ainsi 14 millions d'euros qui ont pu être mobilisés en quelques années, au profit de 30 entreprises. Il y a évidemment
plein d'autres opérations et je crois que de toute façon, ce thème n'est pas, bien entendu, l'apanage des organismes consulaires. Je crois qu'il faut mobiliser l'ensemble des forces vives, des acteurs économiques, des établissements publics qui existent en la matière, puisque c'est vraiment un enjeu fort aujourd'hui pour le développement de nos PME. Ça passe évidemment par la fiscalité. La réforme qu'il y a eu en la matière au niveau de l'impôt de solidarité sur la fortune a permis de mobiliser de l'épargne privée en faveur de ces entreprises. Il y a bien entendu cette mise en relation à travers des clubs, à travers un certain nombre d'initiatives. Je crois d'ailleurs que André, vous êtes en la matière un des pionniers en Ile-de-France sur ce sujet. Vous pouvez peut-être rebondir sur cette première. Oui, on peut dire pour ce qui concerne les réseaux de business angels, enfin, on connaît et vous avez bien présenté l'activité d'animation qui peut exister et les consulaires sont très, très présents sur cette activité d'animation. Donc il y a des événements, des choses très, très construites, très structurantes comme ça. Et puis il y a aussi des réseaux qui vivent au fil du temps, des réseaux de business angels. Alors en Ile-de-France, effectivement, on a été pionnier. La région s'est beaucoup engagée dans ce domaine-là et on soutient plusieurs réseaux. Il y a actuellement une vingtaine de réseaux de business angels en Ile-de-France, donc eux, ils peuvent être sollicités de façon permanente. Donc il y a des réseaux généralistes qui couvrent à plusieurs très, très facilement l'Ile-de-France, et puis il y a des réseaux thématiques. Il y a un réseau sur les biotechnologies, un réseau sur le développement durable, il y a un réseau de femmes aussi, il y a un réseau des anciens de X, Mines, Pont, etc. Il y a toute une série de réseaux comme ça qui, eux, peuvent être sollicités de façon directe. Alors, pour avoir l'information, par exemple, vous allez sur le site créersaboîte.fr et vous aurez toutes les coordonnées de ces réseaux qui organisent eux-mêmes des événements. Voilà. Donc, on a effectivement en Ile-de-France et en partenariat très fort entre les institutions, une activité de mobilisation des ressources des particuliers, de l'ensemble des acteurs économiques est tout à fait intéressante, je crois. Alors, il existe un deuxième dispositif sur lequel nous sommes particulièrement mobilisés qui concerne le crédit impôt recherche. Alors, le crédit impôt recherche n'est pas, bien entendu, un dispositif propre à la CCIP. Il s'agit d'une disposition fiscale qui existe depuis le début des années 80, qui permet aux entreprises qui mènent des dépenses de recherche et développement de pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt. Bon, il a fait l'objet de multiples réformes, dont la dernière date de 2007, qui avait vocation notamment à mobiliser les fonds qui étaient, je dirais, budgétés au profit des PME, puisqu'on s'était rendu compte que c'était les grandes entreprises essentiellement qui bénéficiaient de ce dispositif. Donc, dans ce cadre-là, nous nous sommes inscrits dans notre mission d'intermédiation entre, je dirais, les dispositifs publics pouvant exister au profit des entreprises, et en particulier des PME, et ces entreprises, pour leur permettre de s'approprier un dispositif qui est toujours complexe. La fiscalité évolue. Cette année, non. Je crois que dans le cadre de la loi de finances 2012, il n'y a aucune évolution du régime comme ça a pu être le cas l'année dernière. Il y a une instruction fiscale qui est en préparation sur l'éligibilité exacte des dépenses de R&D pouvant bénéficier de ce crédit d'impôt recherche. Donc notre mission par rapport à ce dispositif consiste à informer, à le promouvoir auprès des PME. Donc on a organisé en 2011 7 réunions d'information qui a permis de rassembler plus de 270 PME autour de ce sujet. On a évoqué aussi le statut de la jeune entreprise innovante. Et l'objectif était déjà, dans un premier temps, de promouvoir un tel dispositif, parce que quand on fait le bilan du bénéfice des fonds publics affectés aux entreprises, sur 2009, qui était une bonne année, on se rend compte qu'en termes d'enveloppe dédiée, je dirais, au crédit impôt recherche, on a encore aujourd'hui une part insuffisante des PME qui en bénéficient. Donc on se place véritablement dans notre rôle de médiation vis-à-vis des PME pour les informer et les former, les aider à s'approprier, parce que l'optimisation fiscale est un réflexe de grandes entreprises. Un dirigeant de TPE ou de PME n'est pas du tout dans cette approche-là. Il est orienté business, il n'a pas de temps à consacrer à ce type de complexité fiscale. Et donc, de ce point de vue-là, il faut vraiment qu'on lui fasse prendre conscience de l'effet de levier que peut constituer le crédit d'impôt recherche. Et donc après, au-delà de cette information et de cette aide à l'appropriation, bien entendu, on a une prestation qui est plus individuelle en termes d'accompagnement des PME
qui peuvent, je dirais, être éligibles à cette dépense pour leur permettre de préparer le dossier et de le présenter aux services fiscaux, sachant bien entendu que ce sont ces derniers qui gardent évidemment la validation du dossier et qui sont seuls juges de l'acceptabilité de la demande. Merci Loïc, vous avez été très complet, un petit peu trop d'ailleurs, parce que vous dépassez le temps de limite, le temps imparti. En tout cas, un travail de marketing des consulaires qui est bien dans leur esprit et qui est tout à fait utile effectivement pour les plus petites des PME. Est-ce qu'il y a une question sur le crédit impôt recherche? Non. Comment? Pas besoin d'argent non plus, toujours pas besoin d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire de notre argent? Alors, bon, c'est embêtant pour Oseo d'ailleurs, parce que... Non, je plaisante. C'est vrai que ça pourrait être embêtant. Ou alors on peut proposer à l'État de faire quelques économies. Voilà, c'est ça, oui, qui serait bienvenu sans doute. Vous pouvez nous présenter quelques produits phares d'Oseo peut-être pour le financement de l'innovation? Donc, comme vous le voyez, le soutien à l'innovation s'organise au travers d'un écosystème qui est plutôt assez maillé. Vous m'entendez pas bien là, peut-être? Si, ça marche. Hein. Il marche pas le micro? Allez. Si, moi je crois. Est-ce que ça va mieux? Voilà. Merci, madame. Donc je disais que vous voyez que le soutien de l'innovation s'organise au travers d'un écosystème qui est finalement assez nourri, puisque vous voyez autour de la table quand même un certain nombre d'acteurs. Plus généralement, vous voyez ceux qui sont présents au travers du salon, parce qu'on a autour de cette table ronde, je dirais, dans le soutien à l'innovation, on aurait pu aussi imaginer parler des pôles de compétitivité, inviter quelques banquiers, etc., puisque eux aussi contribuent, je dirais, au soutien de l'innovation. Alors pour ce qui concerne Oseo, donc en tant qu'établissement public, évidemment, on va avoir quelques lignes directrices qui sont les lignes directrices qui nous sont données par les pouvoirs publics. Donc on va retrouver des lignes directrices comme la compétitivité, la productivité, le soutien de la création d'entreprises. Et on va le faire, je dirais, avec des outils adaptés aux différents stades où se situe l'innovation. Donc ça vous a été un petit peu expliqué, il y a le stade de la faisabilité, il y a le stade du développement, du lancement industriel et commercial, et puis du cycle de vie de l'entreprise. Donc nous, on a des produits à proposer qui sont en fonction de la maturité du projet. Alors je dirais que sur des phases de faisabilité de projet, on va essayer d'organiser nos soutiens plutôt par le biais de subventions ou d'avances remboursables en cas de succès technique et commercial. Et au fur et à mesure qu'on va se rapprocher du marché, on va être avec des soutiens qui prennent la forme soit de prêts à taux zéro, j'ai un petit peu de mal, ou bien ça va être de la dette bancaire classique lorsque l'entreprise a déjà commencé à commercialiser son produit et qu'elle est plutôt dans une phase de développement commercial, voire d'extension de son marché à l'international. Mais ça, Charles vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure, ou bien vous pouvez voir aussi les soutiens qui sont proposés par UbiFrance. Alors, donc, on ne finance jamais intégralement un projet. On est toujours dans une logique de co-accompagnement ou de cofinancement, que ce soit lorsqu'on est sur un modèle de mobilisation de ressources publiques, lorsqu'on est en avance remboursable en cas de succès ou de subvention. C'est également vrai lorsqu'on est sur des soutiens financiers qui prennent la forme de dette, donc lorsqu'on est sur des prêts bancaires. D'accord ? Donc là, ce sont des prêts qui sont assortis de taux et on est toujours en partenariat avec une ou plusieurs banques. Voilà. Alors la particularité des produits d'Oseo, c'est donc qu'ils fonctionnent en avance de trésorerie, ce qui est par exemple un peu différent du crédit d'impôt recherche qui vient de vous être présenté. C'est toujours assorti d'un différé de remboursement qui peut être de 1 an voire 2 ans. Et il n'y a pas de sûreté associée. Alors qu'est-ce que j'entends par sûreté ? C'est par des garanties qui pourraient être prises sur les actifs de l'entreprise ou par des cautions solidaires prises au niveau des dirigeants. Voilà. Alors, parmi ces dispositifs sur le strict métier innovation sur le volet ressources publiques, pour l'Île-de-France, c'est environ 60 millions d'euros chaque année qui sont consacrés à l'innovation et ça permet de soutenir environ un millier de dossiers. Voilà. Très bien. Alors, quelques questions dans la salle ? Oui ? Monsieur ? Oui. Vous m'entendez ? Oui. C'est une question qui s'adresse à tous, en fait.
Quand on innove, on peut être amené à être copié. Alors, est-ce qu'il y a un financement qui permettrait de faire face donc à des procès? Voilà, bon, excusez-moi. C'est une question un petit peu particulière, mais bon, c'est en fait mon cas. Très bien. Alors, qui est-ce qui veut répondre sur cette question effectivement cruciale? Est-ce qu'on peut s'assurer? Est-ce qu'on peut avoir une aide financière pour se protéger? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'outils, d'outils publics pour financer le recours à des avocats pour se défendre, voire pour attaquer, puisque les outils qu'on propose sont plutôt des outils qui permettent, je dirais, d'acquérir une protection par le biais d'un brevet, d'une licence, d'une marque. Bon, après, j'ai envie de dire, dans la vie courante d'une entreprise, on peut être amené à devoir se défendre. Et bon, soit ça va être un dispositif qu'on va chercher à autofinancer si on en a les moyens. Après, il y a peut-être des possibilités de mobiliser, de s'endetter quelque part. Mais bon, ça me paraît quand même pas être une solution très adaptée d'aller prendre un prêt pour se défendre. Bon, je pense que dans l'utilisation qu'on fait d'un brevet, il faut y penser en amont et dire ce brevet, il va me permettre de me mettre en situation de monopole sur un territoire donné. Bien souvent, face à soi, on a des gens qui se retrouvent contrefacteurs, mais qui sont contrefacteurs de bonne foi. C'est-à-dire que dès lors qu'on va leur envoyer un courrier avec accusé de réception, en leur disant voilà, j'ai un titre de propriété intellectuelle à vous opposer, eh bien que ça soit une personne ou une entreprise, bien souvent, elle va replier. Elle va dire ok, j'avais pas fait mon étude de liberté d'exploitation, je ne savais pas que j'étais en situation de contrefaçon, j'arrête. Lorsque vous êtes face à quelqu'un qui est contrefacteur, mais délibérément, là, on peut, si c'est une très grande entreprise, on peut imaginer que c'est le pot de fer contre le pot de terre. Et là, ça peut être finalement très coûteux. Et c'est vrai que la petite entreprise ou l'artisan a bien du mal à se défendre, j'en conviens. Voilà, je crois qu'il y a nos amis de l'INPI qui sont qui sont exposants. Le stand est là. Donc... Oui, non, mais j'en ai parlé à l'INPI. D'accord. Très bien, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, merci. Alors, notre collègue européenne n'est pas là, mais... Oui, non, mais après, dans l'ordre d'apparition, on va terminer par la COFAS, mais dans l'ordre d'apparition, il y a les aides européennes. Donc, on s'efforce, en l'absence de notre collègue, de répondre quand même en présentant les principales solutions de ce côté-là. Et Carole a bien voulu nous dépanner aussi sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en Europe? Moi, je connais le PCRD, c'est-à-dire le programme cadre de recherche et de développement, qui est un programme, donc là on en est à la 7e version, qui a démarré il y a déjà quelques temps et qui va se terminer donc à l'année de 2013. Donc c'est un programme de 7 ans où il y a 54,5 milliards d'euros qui sont destinés à des projets collaboratifs. Donc c'est vrai qu'on n'a pas insisté sur ce sujet-là, mais dans le cadre de l'Europe, on parle beaucoup de projets collaboratifs, c'est-à-dire entre des partenaires publics et des partenaires privés. C'est ce qu'on appelle communément un consortium. Donc la Commission européenne va financer un consortium d'entreprises et de laboratoires, petites, grandes entreprises, laboratoires. Il y a des aides qui sont spécifiques pour les petites... Et ce consortium, il regroupe des acteurs de plusieurs pays. De plusieurs pays, évidemment, puisque nous sommes effectivement en Europe. Il y a exactement 27 pays dans l'Union européenne. Il y a également ce que l'on appelle les États associés à l'Union européenne. Et comme le terrain de jeu de la recherche, il est international, il est évident que nos amis du monde entier peuvent aussi participer dans ces projets. Il y a des aides, puisque je vois qu'on est très PME, donc il y a des aides PME, donc pour les petites et moyennes entreprises, au travers de 2 instruments essentiels. Recherche pour les PME,
qui permet de financer un consortium de 3 PME en provenance de 2 États membres ou États associés donc, à ce fameux programme cadre. Ces 3 PME vont s'associer à 2 centres de recherche et ensemble, elles vont mener à bien un projet de recherche qui permettra d'avoir un impact économique fort. Et quand je dis fort, je pèse mes mots, vraiment très fort pour les petites et moyennes entreprises. Il y a également un deuxième volet dans le 7e programme 4 qui s'appelle le programme coopération, qui là est fait pour des entreprises qui sont plutôt leaders, pour des entreprises qui cherchent vraiment à maintenir, j'allais dire, leur part de marché. Et là, ces entreprises vont pouvoir rentrer dans des grands programmes avec des grands groupes, des laboratoires. Et ces grands programmes sont mis en œuvre dans 10 thématiques prioritaires. Donc ça va de la santé en passant par les transports, les technologies de l'information et de la communication, bien sûr tout ce qui a trait à l'environnement. On va également trouver le programme sécurité. On va également trouver tout ce qui a trait aux nanotechnologies, nanosciences, matériaux, etc., etc. Vous avez donc 10 thématiques. Et donc, dans ce cadre-là, il faut absolument que le consortium s'inscrive dans une ligne thématique de ce programme européen, ce qui n'est pas le cas dans le soutien pour les PME. Recherche pour les PME, c'est toute thématique, c'est-à-dire à l'initiative de l'entrepreneur. Alors, peut-être un point complémentaire, quelle est la porte d'entrée? À qui on s'adresse pour accéder à ces aides? Alors, il y a plusieurs portes d'entrée. L'une des portes d'entrée que je connais le mieux, puisque l'ANRT est point de contact national de la Commission européenne, pour tout ce qui concerne les affaires, j'allais dire, juridiques, contractuelles, financières. Vous avez également dans le réseau des points de contact nationaux nos amis d'Oseo, qui sont au point de contact national pour la partie, j'allais dire, PME, donc petites et moyennes entreprises, Oseo et le point d'entrée. Vous avez également l'ensemble des réseaux dont font partie nos amis des chambres de commerce, qui sont les réseaux EEBN. Et puis, voilà, vous allez trouver au fur et à mesure plusieurs portes d'entrée qui vont permettre, bien sûr, à nos entreprises de pouvoir avoir une certaine forme, j'allais dire, d'information, puis d'accès. Je garde la parole 30 secondes supplémentaires pour dire qu'à la NRT, parce que je vais faire aussi un petit peu de promotion, puisqu'on m'a demandé, si vous permettez, à la NRT, puisque je dois remplacer quelqu'un de la Commission européenne, au-delà de notre mission de point de contact national, nous avons une action qui s'appelle l'École de l'innovation, que je coordonne et que j'ai mise en œuvre avec l'Agence de développement du Val-de-Marne, puisque nous sommes aujourd'hui accueillis dans le Var-de-Marne, et puis la DVM étant le grand organisateur de Mitinov. Et dans le cadre de ces écoles de l'innovation, nous invitons donc les PME. Donc nous avons organisé 16 sessions de l'école de l'innovation avec la DVM, que je remercie infiniment pour toute l'aide apportée dans ces sessions. Nous prévoyons un parcours de confiance entrepreneur-chercheur qui va permettre aux entreprises d'abord d'être mises en réseau, puis ensuite d'être mises en projet, notamment dans le cadre des programmes européens. Voilà, très bien, merci. Merci beaucoup Carole qui prend goût au micro et qui nous a permis de pallier l'absence de notre collègue européenne. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ces aides européennes ou sur leur accès? Pas de questions. Alors on va conclure par l'export. C'est quand même un des baromètres de la réussite de l'entreprise innovante. Tout à fait. Et, qui dit innovation dit export, donc ça on le sait. À la COFAS, on a des statistiques qui le prouvent aussi. Alors c'est pour cela que nous accompagnons actuellement pas mal d'entreprises. Je vais dire environ, on est autour de 7400-500 à l'heure où je vous parle. L'objectif est d'être à 8000 à la fin de l'année, donc très bientôt. On les accompagne comment? On les accompagne très simplement par effectivement un outil financier bien connu, mais malheureusement pas encore suffisamment, bien qu'il y ait cette organisation qui marche bien. Et là, je tiens à en parler du partenariat très important Équipe de France. On a un stand. On travaille tous ensemble. Je veux dire ça. Avant même de parler de mes produits COFAS, je tiens à parler parce que ça c'est très important de ce qui se passe, de la porte d'entrée qu'on soit dans le Val-de-Marne ou ailleurs. La Chambre de commerce c'est la porte d'entrée actuellement. Et puis après il y a tous les partenaires, UbiFrance, Oseo, qui sont là, les conseillers du commerce extérieur de la France, et qui chacun avec leur maillon
à un instant T, vont permettre d'accompagner une entreprise. Voilà, donc ça, et ça marche bien dans le Val-de-Marne, donc je tenais aussi à le signaler. On peut signaler effectivement, je crois que c'est très important, un esprit de service public. Tout à fait. Qui traverse l'ensemble des organisations qui sont présentes ici. Et je crois que c'est bien... c'est tout à fait opportun par rapport à notre sujet, parce qu'on a besoin de circulation d'informations, on a besoin de confiance aussi entre les institutions, évidemment. Mais voilà, alors ça, il faut que les entreprises ici présentes le sachent. Certaines le savent très bien, mais pas toutes malheureusement. Donc c'est le jour, c'est l'occasion d'en parler. Il se passe dans le Val-de-Marne ce qu'il n'y a pas forcément dans d'autres départements. Donc je le dis alors, en toute simplicité. Il y a des permanences qui sont organisées régulièrement et cette année elles font un tabac parce que je veux dire les entreprises viennent à la chambre de commerce, sont présentes devant chaque partenaire et à l'issue de cette permanence, un contact, c'est plus qu'un contact puisqu'après c'est un suivi donc de l'un ou l'autre des partenaires. Donc ça c'est important. Les produits COFAS, donc actuellement ce qui marche c'est l'assurance prospection. Qui était un peu le produit phare, la locomotive. Rappelez ce que c'est peut-être. Alors ce que c'est du financement, c'est en fait on intervient, on accompagne une entreprise pendant son développement à l'international, quand elle est en phase d'engagement d'un budget, donc je vais prospecter. Alors je dépense donc de l'argent, je vais faire un salon, un one-shot, je vais faire une étude de marché, je vais même plus loin, je vais m'implanter, c'est du cash. Bon, eh bien nous intervenons dans cette phase-là, on va prendre en compte les dépenses de l'entreprise et tant qu'elle n'a pas fait de résultat, le résultat c'est très simple, c'est binaire, c'est des facturations, c'est des prestations, c'est des royalties, eh bien nous indemnisons l'entreprise à hauteur de 65 voire 80% pour les entreprises dont on parle actuellement qui sont au pavillon Baltard, qui sont les entreprises dites innovantes. Celles-là, donc Bercy, l'État, donc notre tutelle, a voulu qu'elles soient aidées davantage. Parce qu'encore une fois, c'est celles qui vont le mieux et qui marchent le mieux à l'export très vite. Donc elles sont quelque part boostées en termes de prise en compte de dépenses. Alors, ce qu'il faut savoir aussi pour ceux qui n'utilisent pas le produit, ce qui fait un de ses points forts aussi, c'est qu'on peut venir nous voir, ne serait-ce que je disais tout à l'heure, pour un salon, souvent c'est le cas, mais ça peut être sur du long terme. En innovation, on est dans des secteurs de haute technologie, de biotechnologie, je pense au Génopole, par exemple, qu'on aide aussi, des membres, quelques membres de certains pôles de compétitivité, où les cycles sont très longs. Donc là, il faut savoir qu'on peut accompagner une entreprise sur jusqu'à 4 ans de garantie. Donc 4 ans de garantie, c'est long, mais on peut financer pendant 4 ans donc la prospection et les dépenses que va engager cette entreprise. Donc ça, c'est une chose. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les indemnités qui sont versées, je ne parlerai absolument pas, je ne mentionnerai pas le mot subvention. C'est une aide financière importante certes, mais dont le but final, et heureusement, c'est de récupérer ces indemnités, mais qu'en cas de succès et sans intérêt. Voilà ce qu'il faut dire aux entreprises. Donc on rembourse quelques années plus tard. Si ça marche. Si ça ne marche pas, malheureusement, l'entreprise conserve ses indemnités. Donc ça, c'est les fondamentaux du produit qui existe depuis très longtemps. Ce qu'il faut savoir aussi, parce que ça, c'est important pour les entreprises qui souvent l'ignorent, ce matin, là, dans le stand, là, plusieurs entreprises sont venues me voir avec une fausse idée encore, c'est ça qui est terrible, de la COFAS, en dire c'est long, c'est compliqué. Non. Maintenant, tout se fait en ligne. On a dématérialisé, comme la plupart de nos collègues, les douanes, je pense aux douanes notamment, qui ont facilité aussi la tâche aux entreprises. Les demandes se font en ligne chez nous. Et une demande, pour aussi parler très concrètement, une demande en ligne sur un budget jusqu'à 50 000 € annuels, pour certaines petites PME, c'est déjà de l'argent. Délai d'instruction de 48 heures. Donc en 48 heures, on peut donc délivrer une garantie à une entreprise. Pour des budgets au-delà de 50 000 €, donc, parce qu'après c'est libre, c'est 15-20 jours maximum. Donc là, il faut savoir que la COFAS a fait quand même un gros effort, parce que quelques années en arrière, c'était des délais des fois de 2-3 mois, voire plus. Donc là, il faut savoir qu'il y a aussi, on s'est mis un peu au goût du jour. Donc, deuxième point important, on parlait des banques tout à l'heure. Et après, je vous parlerai d'un nouveau produit. Les banques sont aussi, ça c'est moins connu, il y a 2 banques ici présentes, sont aussi partenaires dans cette opération par le biais de ce qu'on appelle le financement assurance prospection. C'est le FAP. Ça, il faut le savoir aussi parce que malheureusement, les 2 qui sont ici, encore une fois, elles sont là, donc je peux le dire, jouent bien le jeu. Il y en a d'autres, malheureusement, on aimerait bien qu'elles jouent davantage le jeu. Quand je dis jouer le jeu, vous allez voir que c'est très simple. Il y a une convention qui a été signée avec l'État qui devrait normalement permettre à tous les banquiers, c'est le souci majeur actuellement que rencontrent nos TPE et nos PME,
puisqu'il n'y a pas de risque, c'est de venir adosser un financement derrière un dossier d'assurance prospection à l'entreprise. Ça ne se fait pas. On a créé le FAP, qui veut dire financement assurance prospection. Pourquoi ? Parce qu'on a souhaité dire aux banques, là le message est clair, jusqu'à un budget de 100 000 euros. Donc là, 100 000 euros, on monte quand même en puissance. C'est quand même pour déjà des budgets à budget annuel. 100 000 euros, vous n'avez aucun risque. L'État se porte caution à 100%. Ça, c'est pas su, c'est mal et pas suffisamment. Et au-delà de 100 000 euros, c'est 80%. Donc autrement dit, dans un montage classique, avec les banques qui jouent le jeu, il y en a quand même quelques-unes, mais pas suffisamment à mon goût, quand une entreprise dépose sa demande, non seulement il y a ce délai rapide de la COFAS, mais le gros intérêt pour le chef d'entreprise, c'est ce qui compte pour nous aussi, c'est qu'il ait son financement immédiatement lorsqu'il a sa garantie. Voilà. Mais cette clé de financement et de couverture peut être brandi par l'entrepreneur quand il rencontre son banquier et il peut peut-être convaincre son banquier. Non seulement il peut le convaincre, mais il faut qu'il sache. Moi, c'est ce que je dis tous les jours quand on rencontre des entreprises ou lorsqu'on fait des réunions différentes et variées avec nos partenaires. Il faut que l'entreprise parte du principe que son banquier doit être au courant. S'il ne l'est pas, ce n'est pas normal. On a fait un système qui est très simple, tout se passe par mail. Donc, le banquier notifie à la COFAS son souhait d'accompagner son client. Donc, c'est aussi simple. On peut très bien, d'ailleurs, n'importe qui va sur notre site, peut imprimer le document. Donc, il n'y a pas de secret. Et c'est aussi simple. Donc, ça, c'était le FAP. Maintenant, je voudrais profiter de l'occasion pour annoncer un nouveau produit. Donc, un scoop. Oui, parce que c'est la deuxième fois seulement que j'en parle. On n'a aucune documentation sur le stand. C'est un produit, justement, alors ça va bien avec tout ce qui vient d'être dit, qui va être normalement lancé. On voudrait le lancer maintenant, mais ce n'est pas possible. Ça a été annoncé à Classe Export par notre ministre donc le mois dernier. On va le lancer normalement, si tout va bien, au 1er janvier 2012. Et ça sera un produit qui s'appellera, alors qui sera quelque part dédié principalement vraiment aux TPE, et entreprises innovantes, vraiment de petite taille qui démarrent, qui va s'appeler l'A3P, Assurance Prospection Premier Pas. Alors là, on a voulu vraiment, on répond vraiment à des milliers d'entreprises qui souvent, à juste titre, se plaignent parce quand elles viennent voir, quel que soit le guichet, nous disent, mais attendez, moi j'ai levé des fonds, je suis prêt à aller à l'international, mais personne ne veut m'aider parce que j'ai des bilans qui sont, soit j'ai pas de bilan, soit j'en ai qu'un, mais j'ai pas encore. Là, on a décidé, on va sortir de ce produit-là qui sera très simple, au niveau, donc en ligne aussi, qui sera sur tout pays étranger. Donc là aussi, on a voulu simplifier parce que souvent, pour une TPE, qu'elle soit innovante ou pas, lui dire quel est votre pays prioritaire, c'est des fois un souci. Là, elle pourra aller où elle a envie. On partira sur une enveloppe qui sera, le plafond sera 30 000 euros, mais elle engagera ceux dont elle a besoin. Donc elle peut engager 10 000 ou 30 000 ou 5 000, peu importe. On liquidera en fonction du budget qu'elle a engagé. Elle sera indemnisée immédiatement après. Et éventuellement, elle aura possibilité même d'avoir 3 A3P dans l'année ou successif. Voilà. Donc ça, je pense que... Si vous aviez à caractériser le ou les innovations de ce produit nouveau, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ? Ce qu'il a de plus, c'est très simple. C'est que là, il donne accès, et là, on attend pour ça 1 millier d'entreprises très rapidement. Il donne l'accès à une entreprise qui sort son premier bilan. C'est ça. Voilà, tout simplement. Très bien. Il suffit que l'entreprise ait un bilan et un début de commercialisation et elle peut donc effectivement concourir et faire sa demande. Très bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ces produits très séduisants de la COFAS ? Il y a le stand. Oui, il y a le stand, bien sûr, mais on peut profiter d'une situation publique pour obtenir un engagement quelquefois difficile à négocier dans un tête-à-tête. Il faut profiter de cette situation. À votre disposition. Donc personne ne veut mettre à l'épreuve nos intervenants. Alors il nous reste quelques minutes. Peut-être si vous avez chacun un mot peut-être à ajouter, une annonce à faire, une manifestation à annoncer. Carole a beaucoup parlé, c'est vrai. Oui, non, mais c'était pour compléter sur les programmes européens, puisque dans l'aide EMA, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les aides à la faisabilité, il y a un volant aide au montage de projets collaboratifs avec, dans le cadre effectivement de projets pour les présenter dans le cadre de programmes européens. Donc on peut aider des entreprises, enfin des PME, à monter des projets collaboratifs européens. Et à trouver des partenaires.
à trouver aussi des partenaires, notamment à trouver éventuellement des compétences pour aider au montage du projet européen, etc. Donc à négocier ou à aider à l'accord de consortium, etc. Donc tout ça, ça peut être pris dans une aide pour aider une entreprise. Oui, très bien le CFI, parce que c'est effectivement la CFI, difficulté. c'est OSEO aussi, puisque c'est une aide conjointe. Très bien. En tout cas, c'est la difficulté qu'on pressentait quand on évoquait ces consortia internationaux. Une autre information complémentaire, oui. Je vais peut-être laisser parler monsieur. Une date à retenir. On a distribué des prospectus puisqu'on est Val-de-Marne, c'est le 30 novembre, parce qu'il y aura donc le premier forum Paris-Orly, qui sera très important aussi, donc qui va permettre aux entreprises qui n'ont pas pu éventuellement venir aujourd'hui, on leur donne rendez-vous là-bas. Elles retrouveront toute l'équipe de France de l'export et on pourra répondre à toutes leurs questions. Vive l'équipe de France. Une autre date. 5 décembre aux Invalides à Paris, lancement du réseau social Chantier Network et du programme d'animation 2012, où il y aura beaucoup de nouveautés en termes d'accompagnement des lauréats du prix d'honneur de Scientipol. Donc Scientipol est à maturité à 10 ans, mais conserve une pêche... Ah non, là c'est Scientipol 2 maintenant, ça va être Scientipol 2. Carole ? Oui, également, donc une autre petite date. Tous les mois, à l'ANRT, nous organisons des petits déjeuners CIFRE, où justement nous apprenons aux chefs d'entreprise, aux chercheurs qui le souhaitent également, à savoir comment monter sa CIF, comment la gérer. Donc 2 dates, 17 novembre à la NRT, dans le 2e arrondissement de Paris, de 8h30 à 10h30. Et voilà, j'anime ces petits déjeuners. Et le 15 décembre, et puis n'oubliez pas pour ceux qui le souhaitent, le forum CIFRE, donc au Palais Brognard, cette fois-ci je ne ferai pas l'erreur, qui se tiendra donc au Palais Brognard, donc le 8 décembre, rencontre entreprises étudiants. Très voilà, bien. merci. Nos amis consulaires, pas de manifestation à annoncer. Vous avez déjà annoncé pas mal de choses. Oui, allez-y. Celle concernant le Forum Export à Orly a déjà été annoncée, qui est la prochaine manifestation phare que nous organisons cette année, effectivement, à Orly. Très bien. Il n'y a pas de remords dans la salle ? Très bien. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants et puis bonnes innovations à tous. Merci.